Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un vrai privilège pour moi d'être invité encore une fois à l'Académie pour parler des chirurgies bariatriques, pour parler de mes travaux. On a l'impression qu'on parle dans les médias beaucoup de chirurgie bariatrique. On parle depuis quelques années. Pas plus tard que la semaine dernière, une importante étude de la PHP a été présentée pendant la matinale de France Inter à 7h30 avec des millions de gens qui écoutaient cette émission. Et certes, c'est une chirurgie récente, donc il y a le goût de la nouveauté, mais il y a aussi je pense qu'il y a ce dynamisme de la chirurgie avec cette diffusion rapide en France, dont je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc à l'époque des big data, des données massives, en France, nous avons la chance d'avoir des sources de données, des bases de données extrêmement riches qui nous permettent de faire des analyses épidémiologiques assez intéressantes. En particulier, vous savez que depuis l'introduction de la T2A avec la loi de 2005, les hôpitaux sont remboursés en fonction de leur activité. Et donc, pour demander de l'argent à l'État, je fais simple, ils doivent faire un compte-rendu de leur activité. Et ça passe à travers les codages que vous connaissez très bien. Et donc, toutes ces informations, elles sont stockées et elles sont rendues publiques pour les chercheurs. Et donc, c'est à partir de ces sources d'informations qu'on peut retracer l'évolution de différentes techniques chirurgicales. Donc, nous avons donc utilisé la base PMSI qui regroupe les informations concernant les hospitalisations dans les hôpitaux français. On s'est focalisé sur la période 2007-2012, donc un peu plus de 10 ans, enfin 2018, pardon. Par contre, on s'est focalisé sur les adultes parce que les mineurs, c'est un sujet très particulier, où la politique s'émêle peut-être encore plus que chez l'adulte, donc c'est un monde à part. Bien sûr, on a pris en compte toutes les interventions de chirurgie bariatrique dans tous les hôpitaux de France, qu'ils soient publics ou privés. Donc voilà, je vais commencer par vous décrire l'évolution des actes. On a entendu quelques chiffres par Philippe. Nous partons de 16 000 actes en 2007 et puis progressivement il y a une augmentation assez rapide jusqu'à 2017 où il y en a effectivement 52 000, grosso modo c'était le maximum. Et puis ça a rebaissé un tout petit peu, on est redescendu à 47 000 l'année dernière. Donc cette croissance, bien sûr, on peut l'attribuer à l'efficacité de ces chirurgies et puis toute la caution scientifique que la recherche française et internationale a apportée. Mais après, pourquoi il y a cette diminution ces 2 dernières années ? Mon avis, je pense que le marché, entre guillemets, n'est pas saturé. Il y a probablement, comme Philippe l'évoquait, une raison d'ordre de politique de santé. Et si on regarde effectivement la croissance par an, on est entre 10 et 20% jusqu'en 2013, puis la croissance diminue et on a une croissance négative ces 2 dernières années. Là, on voit par exemple sur le territoire national, par département, le nombre d'actes de chirurgie bariatrique par 100 000 habitants. En 2007, la plupart des départements étaient autour de 20 actes par 100 000 habitants, alors qu'en 2016, il y a un certain nombre de départements qui dépassent les 100-150 actes par 100 000 habitants. Paris, toujours très actif en 2007 et en 2016. Voilà, si on compare la chirurgie bariatrique à d'autres chirurgies digestives. J'ai pris ces données qui sont issues d'un mémoire d'une étudiante que j'ai encadrée l'année dernière, qui était déjà prête. La chirurgie du cancer colorectal est restée autour de 35 000 actes, grosso modo, depuis 2010. Petite augmentation en 2016. Pour ce qui concerne le foie, le pancréas, l'estomac, l'œsophage, une évolution stable, une tendance complètement stable par rapport à la chirurgie bariatrique. Là, on peut dire effectivement que, entre guillemets, le marché est saturé. Et puis, il y a une particularité de la chirurgie bariatrique qui m'a toujours fait sourire, on va dire, c'est que pour une même pathologie, on a développé des techniques chirurgicales complètement différentes. Et je crois que cela, c'est un peu un cas unique en chirurgie digestive, parce qu'en fin de compte, dans les autres domaines, quand il y a un problème, la technique chirurgicale, est grosso modo une seule. Si on a un cancer du côlon droit, c'est la colectomie droite. À la limite, on discute célio, pas célio, mais
là, on a 4 techniques complètement différentes. Bon, on peut dire peut-être pour l'hernie inguinale, il y a des techniques différentes, mais c'est toujours assez proche, la prothèse, la région, etc. Ici, on a au moins 4 techniques, c'est les 4 validées par la HAS en 2009, qui sont complètement différentes. L'anneau gastrique, qui consiste à poser cet anneau autour de l'estomac, la gastrectomie, une ablation des 2/3 de l'estomac, un bypass en Y dans sa variante, le bypass gastrique dans sa variante en Y ici, et la variante en oméga qui maintenant semble être déremboursée, et puis la diversion biliopancréatique avec la variante plus ou moins duodenal switch. Je vous dis tout de suite que la dernière a été toujours très peu réalisée en France. Donc c'est les 3 premières qui ont pris la plupart du marché ces 10-12 dernières années. Et l'évolution de ces 3 techniques, c'est la suivante. Là, vous voyez en rouge l'anneau qui était la première en 2007 et puis baisse progressivement. Et l'année dernière, c'était moins de 3% des actes. L'explosion de la chirurgie bariatrique semble correspondre à l'explosion de la sleeve en bleu. Et puis en jaune, vous voyez le bypass gastrique avec ces fidèles qui restent justement fidèles à cette technique avec environ un tiers du nombre d'actes depuis quelques années. Là, vous voyez par exemple, pour décrire la décroissance de l'anneau, en 2007, il y avait 376 hôpitaux qui ont pratiqué. La taille du cercle correspond au volume d'actes. En 2016, on a déjà une raréfaction des centres. Il y a moins d'hôpitaux, sont autour de 200, avec une plus petite activité qui se focalise, on dirait, autour de 4 métropoles, Lyon, Lille, Paris et Nice. Et puis on rentre dans le vif du sujet, parce qu'une autre particularité de la chirurgie bariatrique, c'est qu'on peut y retourner plusieurs fois, contrairement à d'autres disciplines. On l'appelle avec cet anglicisme, qui est cette abréviation de REDU, cette chirurgie de deuxième intention. Pourquoi on fait une chirurgie de deuxième intention? Je simplifie au maximum. Il y a des patients qui perdent du poids mais qui en reprennent plus tard, d'autres qui n'ont jamais perdu suffisamment, et d'autres qui développent des complications dès la première intervention, un reflux gastro-œsophagien non soulagé par le traitement médical, des problèmes de dysphagie ou des fistules chroniques. On a calculé qu'en 2018, environ 10% des interventions bariatriques étaient réalisées chez des patients qui avaient déjà été opérés une fois. Mais cela ne veut pas dire qu'un patient sur 10 sera réopéré dans le temps. C'est un peu plus complexe que cela. Il faut prendre en compte les facteurs temps. Et je vais essayer de vous les expliquer dans cette diapositive. En bleu, c'est les patients opérés par an qui ont eu une seule intervention de chirurgie bariatrique. Et en jaune, ceux qui ont eu au moins 2 actes. Donc ça veut dire que les patients qui ont eu la première intervention en 2007, 45% ont été réopérés à ce jour. 41% les patients en 2008 et 34% les patients en 2009. Grosso modo, pour simplifier, on peut dire qu'au bout de 10 ans, 40% des patients est réopéré. Alors, certes, cela dépend beaucoup du type d'intervention qu'on pratique. À l'époque, on réalisait beaucoup d'anneaux qui ont une technique qui était très susceptible, qui est très susceptible de nécessiter une réintervention dans le temps. Et on le verra, on l'a analysé cela. On a fait une courbe de survie, cela ça a été publié. La courbe de survie de l'anneau, c'est-à-dire combien de temps un anneau reste en place, et on avait vu qu'au bout de 5 ans, il n'y avait que 72% d'anneaux qui étaient en place, au bout de 7 ans, que 60%, donc 40% des anneaux à 7 ans avaient été enlevés en France. La sleeve, par contre, elle est susceptible, le taux de réintervention est beaucoup moins important, 13% à 10 ans. Donc, comme le type de chirurgie change en France, il est possible qu'on a moins d'anneaux, on aura plus de sleeves, donc il est possible que les chirurgies de révision baissent dans le temps. Et après, alors ça c'est génial parce que ça montre l'imagination des chirurgiens bariatriques. Quand on fait une deuxième intervention, on découvre qu'il y a des séquences entre la première et la deuxième extrêmement diverses et variées. La séquence la plus fréquente, c'est j'ai un anneau en première intention et je passe à la sleeve, 36%, suivi anneau par un bypass. Et seulement là, on voit les réinterventions après la sleeve. La réintervention plus fréquente est la sleeve, la conversion en bypass. Mais il y a aussi
anneau après anneau. Et puis plus bas, vous voyez des séquences. Voilà, il y a des gens qui font la totale, hein, anneau, sleeve, bypass, sleeve après sleeve, et des choses plus fantaisistes, anneau, sleeve. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, bypass après, faire un bypass après un bypass, je ne pourrais même pas vous dessiner le montage final. Donc c'est assez varié, quoi. Alors, en termes de morbimortalité, ça évolue aussi. Hein, ça a beaucoup changé. Nous l'avions déjà présenté il y a quelques années en, en congrès. La mortalité de la chirurgie bariatrique a baissé. Elle est très faible. Hein. Elle est passée de 13 sur 1000 en 2007 à 8 sur 10 000 en 2018. C'est-à-dire que sur cette période de 12 ans, hein, il y a eu 361 décès sur 430 000 interventions. C'est une mortalité à 90 jours. Donc, un peu moins d'un décès sur 1200 interventions. Alors, si on compare avec la mortalité de la chirurgie carcinologique, digestive, on se rend compte qu'on joue dans une autre catégorie. Hein. On est entre, on va dire, 3 et 8% pour la chirurgie cancérologique. La bariatrique est là. La bariatrique joue dans la catégorie de l'appendicite simple et de la cholécystectomie non compliquée. Hein. Voilà. Les 4 interventions dont je vous ai parlé ont une mortalité très différente. L'anneau extrêmement faible, 2 sur 10 000. La diversion plus importante, quasiment 5 sur 1000. Et puis le bypass et la sleeve. Les 4 interventions ont eu aussi une évolution. Donc là, vous voyez, c'est tout petit, hein, la mortalité de l'anneau. Voilà, ces 2 dernières années, aucun décès après anneau. La sleeve a baissé de 3 fois, de 39 sur 1000 à 11 sur 1000. Et le bypass, pareil. Là, en diagonale, je ne vois pas bien. C'est de 35% à 7%, donc une diminution d'entre 4 et 5 fois. La mortalité de la diversion est plus compliquée à évaluer parce qu'il y a moins d'actes et les événements sont rares, donc il suffit qu'il y ait un décès pour modifier considérablement les taux de mortalité. Pour ce qui concerne la chirurgie de révision, la mortalité reste la même. Hein, c'est-à-dire qu'un bypass des premières intentions ou un bypass des deuxièmes intentions a la même mortalité. Même chose pour la sleeve. Donc cette chirurgie de révision n'est pas plus à risque de décès que la chirurgie des premières intentions. Nous verrons que pour la complication, ce n'est pas la même chose. Quand on regarde les complications, je vais vous parler de ce que nous avons appelé sepsis abdominale. Nous avons mis là-dedans les codes de la fistule, de la péritonite et de l'abcès profond. Donc c'est un peu plus que juste la fistule simple, mais bon, c'est des complications quand même, graves. Donc c'est un critère, on peut dire, composite. Donc l'évolution est la suivante. Il y a eu une augmentation, ça c'est le sepsis global, hein, en 2010, hein, c'est probablement parce qu'on avait de plus en plus de sleeve et bypass, et puis ce taux de complications est resté stable, autour de 2, entre 2 et 3, 2,5. Et depuis 5 ans, on n'arrive pas à faire mieux. Quand on compare les 3 interventions, même chose, augmentation de la sleeve et puis stabilité, même chose pour le bypass. Donc 2% pour la sleeve, 3% pour le bypass et un peu plus pour la dérivation. Donc là, contrairement à la mortalité, depuis quelques années, on a un peu du mal à améliorer ces paramètres. Par contre, la chirurgie de révision, alors là, le taux de sepsis abdominale est quasiment 2 fois plus important, on passe de 2,7 à 5,1 avec un odds ratio de 2 largement significatif. Donc pour conclure, nous avons observé ces 10-12 dernières années une augmentation d'environ 3 fois de la chirurgie bariatrique avec un stop depuis 2 ans et un changement radical dans le profil des interventions avec sleeve et bypass en Y désormais qui s'instaure dans le paysage français. Il y a une nette diminution de la mortalité qui est passée de 13 sur 1000 à 8 sur 10 000. Il y a une stagnation des fistules entre 2 et 3% en fonction de la chirurgie, de la technique employée. Les chirurgies de révision concernent actuellement les 40% des patients opérés il y a 10 ans, mais probablement concernant de moins en moins des patients, parce qu'il y aura moins d'anneaux, il y aura moins besoin de réintervenir sur les patients, en tout cas nous l'espérons.
La mortalité de la chirurgie de révision est la même que la mortalité de la chirurgie de première intention. Et par contre, il y a un taux de fistule, on va dire sepsis abdominale, 2 fois plus importante. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Donc merci Andrea, parce que c'était un super topo et je crois que je vais t'inviter dans le service à nous le refaire si tu l'acceptes. Je me posais juste une question qui est peut-être anecdotique pour vous, mais dans le Ridou, tu as montré que les patients opérés de sleeve, dans les patients opérés d'anneau, on leur faisait préférentiellement une sleeve plutôt qu'un bypass. Et c'est pas tellement la pratique que je vois chez nous, par exemple. J'ai l'impression que les chirurgiens préfèrent faire un bypass sur un anneau parce qu'il y aurait peut-être moins de risque de fistule. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que nous faisons dans notre service. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de maisons, on va dire, qui se sont spécialisées dans la sleeve gastrectomie et pour lesquelles le bypass n'est pas une technique habituelle. Le bypass est une technique difficile. Donc je pense qu'il vaut mieux faire une technique qu'on connaît bien plutôt qu'une technique complexe, moins maîtrisée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été formé à cette technique et c'est effectivement celle que je préfère. Oui, oui. Je voudrais savoir ce que notre Assemblée pense de l'interdiction par la Sécurité sociale d'une opération qui est validée dans le monde entier, qui est pratiquée depuis 27 ans et dont on connaît parfaitement les résultats, sauf dans quelques études biaisées. C'est une question pour l'Assemblée, je crois. C'est quoi? C'est pour le bypass en oméga, Jean? Alors peut-être ce sera une question à réserver à la présentation de Lionel tout à l'heure, parce que effectivement, ça fait partie de ses objectifs. Donc on peut peut-être remettre cette question-là à la fin des présentations, si tu veux bien. Mais c'est une question. Je voulais vous féliciter pour la qualité de votre exposé. Et effectivement, vous avez souligné que la mortalité de la chirurgie bariatrique est très faible. Elle est même inférieure à ce qu'on constate en ce qui concerne la chirurgie hernière en France. Il y a moins de décès par chirurgie bariatrique après chirurgie hernière. Et effectivement, on a bien conscience que chaque fois... Le malade n'a pas toujours conscience que chaque fois qu'il se fait réopérer, le risque de complications augmente, c'est clair. C'est clair. Voilà. Si, il l'a montré. La mortalité n'augmente pas, mais les complications augmentent. Je voudrais juste d'abord vous féliciter parce que c'est très intéressant d'avoir ces chiffres sur 10 années. Et je voudrais insister sur un point qui est souvent méconnu, c'est à savoir l'aspect assurantiel de notre activité. Quand on sait opérer, quand on a une bonne formation, on sait opérer, mais quand on est assuré, on peut opérer. Et les chirurgiens bariatriques français ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui aux États-Unis, la chirurgie bariatrique est en passe d'avoir de graves problèmes parce que les assureurs médicaux ne veulent plus l'assurer. Et j'étais hier, du fait de mes responsabilités assurantielles, avec le directeur médical du plus gros cabinet d'assurance américain qui assure 280 000 professionnels de santé qui venaient en France pour travailler et qui nous disait qu'il ne voulait plus assurer la chirurgie bariatrique. Et les chiffres que vous présentez montrent qu'on atteint un niveau de sécurité qui est tout à fait remarquable et exceptionnel. J'apprécierais beaucoup si je pouvais disposer de ces diapositives pour les présenter à nos collègues américains de façon à les persuadé qu'il faut continuer à assurer les chirurgiens bariatriques français, parce que même si cette chirurgie pose des questions, ce qui est normal et qui est sain d'ailleurs, il faut continuer à pouvoir l'assurer pour qu'elle puisse progresser. Voilà. J'avais une question pour Andrea, c'est
Effectivement, il n'y a pas besoin d'être directeur de l'assurance maladie pour être un peu surpris, même totalement, par l'envolée des chiffres. Alors quand on dit trop, ou en tout cas ce chiffre qui est très impressionnant, on a un peu des explications relatives à cette augmentation. Est-ce que, particulièrement quand on voit quand même que la sleeve gastrectomie constitue une part très importante des interventions, est-ce qu'on a des idées? C'est la diffusion dans les médias disons, des résultats de la chirurgie de l'obésité, c'est l'augmentation brutale de la prévalence de l'obésité, c'est l'envolée justement de la technique avec la sleeve. Est-ce qu'on a une idée? Il y a sûrement plusieurs raisons. Il y a eu en 30 ans un doublement de la prévalence d'obésité dans le monde, dans les pays occidentaux. Ça, c'est un fait. Donc effectivement, on demande beaucoup plus importante. On estime qu'il y a environ en France 1 million de personnes qui rentreraient dans les critères de l'HAS pour la chirurgie bariatrique. Si on prend les données, une extrapolation du dernière étude OBEPI de 2012. Et donc 50 000 axes, ça représente c'est pas 5%. Donc tous les ans, on perd une partie infime de la patientèle possible. Je ne pense pas que les médias, je ne suis pas sûr que les médias aient vraiment participé à la diffusion de la chirurgie bariatrique, parce que si vous faites attention, le message est toujours c'est bien, mais faites attention. Alors, à un moment donné, avec une mortalité de 8 sur 10 000, c'est bien, point. Je suis désolé, les médias, moi je trouve que c'est plutôt les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille entre patients qui a fait les succès de cette chirurgie plutôt que la bienveillance des médias. Oui, question. Est-ce que la réduction de la reduced surgery avec la sleeve veut dire que ces opérations marchent? On donne de très bons résultats qui entraînent la satisfaction et qui ne demandent pas de nouvelles chirurgies, de nouvelles interventions. Je réponds moi-même? Ah oui, c'est mieux. Pardon. Non, ça marche pas toujours, bien sûr. C'est pour ça que, bien sûr que ça marche pas faut toujours. pas que ce soit un argument de vente excessif. Non, ça marche pas toujours. Au contraire, avoir un tel taux de réintervention, comment dire, ça fait un peu tâche pour la discipline, parce que si on avait une technique efficace et durable, on en fera une et puis basta. L'anneau gastrique a donné des résultats intéressants à court terme, et c'est une intervention très simple à réaliser par rapport aux d'autres, mais sur le long terme, on a été un peu déçus. Donc voilà, et on l'a vu. Les interventions qu'on pratique aujourd'hui semblent plus efficaces sur le long terme. Les bypass gastriques datent de 1967, donc on a quand même un demi-siècle de recul sur cette technique. Sincères félicitations. Vous nous avez montré 40% de chirurgie de révision à 10 ans après anneau. Vous nous avez montré 13% après sleeve gastrectomie. Je pensais que c'était plus. C'est combien pour le bypass? C'est ma première question, parce que ça je ne l'ai pas vu bien. Et autre question, les complications à long terme, comparaison entre sleeve et bypass. Quelle technique a le plus de complications à long terme? Alors, c'est très difficile d'analyser les réinterventions pré-bypass, parce que, comme je vous ai montré, quand on voit un code de bypass après bypass, on a du mal à imaginer le montage chirurgical qu'il y a derrière. Voilà. Et du coup, c'est un calcul que nous n'avons pas... je pense qu'on ne peut pas avoir une estimation fidèle sur ce type de données sur la réintervention après bypass. Après, sur le long terme, il y a une étude de l'équipe de Sébastien Tchernikov avec le CHU de Brest qui a montré les résultats de l'assurance maladie à long terme sur les réinterventions. Le bypass sur le long terme, si je me souviens bien, donne un peu plus de complications en termes chirurgicaux. Je crois que c'est la différence. Ce que j'ai pu comprendre, au cours des 10 dernières années, le nombre de patients que vous avez opérés a augmenté. C'est bien cela?
Ça fait déjà 10 ans qui correspondent avec l'arrêt de Mediator. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre l'arrêt de mise sur le marché de Mediator et l'augmentation du nombre des obèses qui arrivent à la chirurgie? Non, mais c'est vrai que quand un patient vient nous voir pour un problème d'obésité, on lui dit traitement médical, on n'a rien, les régimes, ça ne marche pas sur le long terme, la seule chose qui reste, c'est la chirurgie. Notre science médicale, elle n'est pas très développée, on a juste le scalpel pour l'instant. Oui, on peut revenir aux complications à long terme après bypass. C'est extrêmement important. À long terme, il y a davantage de complications après bypass qu'après sleeve gastrectomie. Ce sont exactement les résultats qu'on a trouvés dans le PHRC que j'ai coordonné, sleeve versus bypass. C'est la différence entre sleeve et bypass, davantage de complications à long terme après bypass, notamment des occlusions, des ulcères, des sténoses, etc., des carences vitaminiques qu'on n'a pas après la sleeve pour des résultats sur le plan pondéral qui ne sont pas inférieurs. Quel est votre commentaire, s'il vous plaît? J'ai envie de dire que l'histoire a eu raison de l'anneau, et donc là, il n'y en a plus. L'histoire nous dira qu'il y a raison sur les deux techniques. Et là, pour l'instant, les bypass tiennent bon, en fait. Ça fait des années qu'il y a 30% du part de marché et ne diminue pas. Donc, je suis confiant sur le fait que les chirurgiens sauront choisir la meilleure technique. Quand on a lancé la sleeve dans les années 2003-2004, c'était une technique temporaire, un premier temps avant un duodenal switch ou avant un bypass gastrique. On a vu à long terme qu'elle pouvait faire aussi bien que le bypass, et maintenant avec du big data, on peut voir qu'il y a un peu moins de complications à long terme après sleeve par rapport à bypass. Je crois que c'est une technique qui a un bel avenir. Après, il y a une grosse réflexion sur la question de l'endobrachiosophage, le développement du cancer, qui a des temps très longs, qui dépassent les reculs que nous avons actuellement pour la sleeve. Donc c'est une vraie inquiétude dans la communauté. Je ne dis pas qu'il y a un véritable sur-risque, mais il y a une véritable réflexion là-dessus, parce que le temps de développement du cancer de l'ésophage dépasse le temps de recul que nous avons sur la sleeve. Une dernière question. Ce qu'on peut quand même rappeler aussi, c'est qu'on n'a jamais... ce sont les malades qui sont maîtres du jeu. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des gens qui voulaient des anneaux. On n'est jamais allé les chercher. Ce sont soit des patients eux-mêmes, soit des nutritionnistes qui nous ont demandé de leur mettre des anneaux. C'est comme ça que ça a commencé. Après, on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux faire. Et donc cette demande croissante, elle s'explique aussi parce que c'est une chirurgie spectaculaire. Les gens, enfin moi dans mon expérience, ils perdent 37 kilos à 6 mois. Alors quand votre voisine perd 37 kilos à 6 mois, c'est sûr que la voisine qui est dans le même cas, elle se dit tiens je vais réfléchir, pourquoi pas moi. Bon. Et puis nous, on est quand même assez protégés par des critères qui sont des critères stricts, clairs, parce qu'on a une demande, nous refusons chaque semaine des patients qui n'ont pas les critères. Et donc, comme vous l'avez rappelé, nous n'opérons que 5% des candidats. Je pense qu'on va revenir sur les complications de la sleeve. Je m'insurge tout à fait contre ce qui vient d'être dit, parce que d'abord, la morbimortalité lointaine, elle n'apparaît pas dans les petites séries comparatives, et j'estime qu'il faut au moins 10 ans pour apprécier la valeur d'une méthode. Entre autres, dans la sleeve, on est en train d'assister actuellement à des reflux importants, des reflux dangereux. La preuve, je vais publier avec mon ami Soprani un cancer sur sleeve. Oui, je l'ai rapporté aussi, hein, le premier cas d'adénocarcinome après sleeve. Oui, il y en a quelques-uns, on ne peut pas le nier, mais on fait quand même beaucoup de sleeve. Je voulais simplement rapporter les complications à distance du bypass en Y. Ça, je crois qu'on ne l'a pas assez dit, notamment les occlusions, les hernies internes, les occlusions lors des grossesses, qui sont quand même pas rares, et les carences vitaminiques qui sont parfois phénoménales. Mais par contre, on n'a aucune donnée sur la survie, sur la réduction de la mortalité. Il n'y a aucune étude comparative sur la
mortalité à long terme des sleeves contre bypass. Donc il est possible qu'effectivement les bypass donnent plus de complications. Est-ce que le bypass diminue la mortalité plus que la sleeve? Ça c'est un paramètre, une valeur, une information que nous n'avons pas encore et qui pourrait effectivement jouer dans la décision future. Juste pour compléter, peut-être faire un petit commentaire, moi je pense que de mon point de vue de médecin nutritionniste, je ne suis pas chirurgien, c'est agréable pour nous et c'est important, je pense, pour les patients qu'il y ait plusieurs interventions. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'il y a une intervention qui soit meilleure qu'une autre. C'est des interventions qui restent quand même si elles ont peu de mortalité, qui sont quand même des interventions lourdes. La médiane de l'âge des patients, c'est 40 ans. Ça veut dire qu'il y a la moitié des patientes qui sont opérées avant l'âge de 40 ans, qui vont vivre jusqu'à je ne sais pas quel âge, 80 ans, on leur souhaite. Et je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs interventions possibles et qu'on les connaisse bien et qu'on connaisse leurs risques pour pouvoir les surveiller correctement. Mais je ne suis pas sûre qu'une intervention soit forcément la meilleure pour tout type de patient, quoi. Merci Andrea.